Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 68 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Louise Amès et je suis photographe et vidéaste basée à Lyon. Aujourd'hui, je vous parle de mes unpopular opinions de photographe en colère. Pourquoi en colère ? Parce que c'est chouette aussi la colère parfois, ça permet de faire avancer les choses. Alors aujourd'hui, je prends quelques-unes de mes frustrations récentes et j'essaye d'en discuter avec vous. Disclaimer numéro 1, cet épisode est tourné le 18 août et étant prévu en novembre, s'il n'est pas au cœur des actualités, c'est normal. Disclaimer numéro 2, tout le contenu de cet épisode représente seulement mon avis. Je prétends pas détenir la vérité, j'espère pouvoir juste nourrir quelques discussions et j'aurai le plaisir de débattre de ces sujets avec vous. Nous allons parler de concours photo, de techniques et de privilèges dans le monde de l'art. Si l'épisode vous plaît, je vous invite à le soutenir en likant, en commentant ou en partageant ce dernier sur ses plateformes et ses réseaux sociaux. Vous pouvez également soutenir le podcast sur sa page Tipeee en faisant un don ponctuel ou mensuel à partir de 1€. Le podcast a vraiment besoin de votre aide pour survivre et se développer, alors merci à tous celles qui pourront le faire. Merci à vous et je vous souhaite une très belle écoute. Ok, c'est parti avec mon unpopular opinion numéro 1. Je pense qu'on ne peut que perdre dans un concours artistique. Je vois énormément de concours passer pour tout et n'importe quoi sur les sujets artistiques. Donc des concours pour pouvoir gagner une publication dans un magazine, pour pouvoir gagner un temps d'exposition pendant un festival un peu connu, style Arles, des trucs comme ça, pour pouvoir être passé, je sais pas, en radio, pour gagner des prix avec une récompense monétaire afin de pouvoir ensuite réinvestir ses sous dans de prochaines œuvres. On peut gagner des concours artistiques et participer à des concours artistiques pour plein d'opportunités différentes. Et si la chance que ça donne à une mini proportion, c'est-à-dire la personne ou les personnes qui ont gagné à ce concours, sur le papier est vraiment géniale, l'opportunité est vraiment géniale, le prix que ça coûte aux personnes qui participent, je trouve, est bien trop grand. En fait, vous le savez, quand on fait des concours artistiques, il y a souvent, plus le prix est gros en plus c'est le cas, énormément de participation. Les chances de gagner finalement un concours sont vraiment très très fines. C'est un peu pareil aussi que les appels à participation, etc. Les chances d'être pris à la fin sont vraiment minimes. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de concours qui passent et qu'on est tellement en manque de sous, en manque d'opportunités, qu'on va vite passer des heures, voire des jours entiers à participer à plein de concours et ce très régulièrement. Par exemple en photo, nous on en a beaucoup des concours photos pour pouvoir être publié dans des magazines ou faire des expos et tout. Et en fait tu peux passer tes semaines entières à juste préparer des documents, préparer des PDF pour pouvoir participer au concours. En plus en fonction des concours, il y a des concours qui demandent des œuvres exclusives, par exemple de créer une série photo uniquement pour ce thème-là, pour ce concours-là, de l'avoir fait récemment et tout. Donc rien que ça, c'est un travail absolument immense. Il y a d'autres concours qui sont quand même beaucoup plus larges et tu peux utiliser en fait des photos que tu as déjà faites il y a des années pour d'autres projets et participer avec ces photos-là dans le concours. Donc ça, je trouve que c'est déjà mieux parce que ça fait que t'es pas obligé de créer une œuvre exclusive pour ça, même si en soi après tu pourras toujours l'utiliser, mais je veux dire le fait de devoir créer une série photo dans l'espoir de participer à un concours qui te prendra pas, qui a peut-être 1% de chance de te prendre, mais même pas, un dixième de pourcent de chance de te prendre. Je trouve que c'est beaucoup donné, beaucoup de temps perdu en fait pour ça, alors que ça aurait pu être pris pour de la création pure sur une idée à toi et tout. Et même si moi j'adore la contrainte, par exemple, je trouve que c'est hyper intéressant de travailler avec des consignes parfois en fait ça fait sortir un peu des sentiers battus, de ce qu'on a l'habitude de faire nous. Moi ça me fait plaisir d'avoir des sujets, des consignes, des choses sur lesquelles travailler. Voilà, ça c'est bien sûr à nuancer, mais devoir créer uniquement pour un concours, je trouve ça vraiment
dommage et je trouve que c'est beaucoup de temps passé pour pas grand chose au final. En plus, du coup, comme je vous l'ai dit, on nous demande souvent de présenter notre travail et je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un pattern qui est assez récurrent chez les artistes, c'est que c'est super dur de présenter son travail, surtout quand on n'a pas fait d'école en fait. Parce que quand on fait une école, j'ai l'impression que mes potes qui sont passés par des écoles par exemple de photo ont quand même eu plus de formation sur le fait de présenter leur travail et du coup ont une aisance particulière peut-être à le faire. Moi, j'ai pas fait d'école et je sais que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces dossiers de présentation, même si maintenant j'en fais souvent, donc ça va un peu mieux, mais quand même, je sais que je fais un peu n'importe quoi. Donc ça me prend 2 fois plus de temps peut-être à faire. Après, on prend bien sûr des réflexes et tout, mais parfois en plus, on te demande une façon de présenter particulière, donc c'est pas juste envoyer ton portfolio et tu peux envoyer par mail ça et puis c'est bon, t'as pas grand chose à faire, ça te demande pas beaucoup de temps. Non, souvent on te demande un cahier des charges précis à remplir pour pouvoir candidater. Tout ça, ça demande encore une fois énormément de temps et en fait j'ai l'impression de passer ma vie à postuler, déjà que je passe ma vie en fait à démarcher des clients, à proposer des nouvelles offres à des entreprises avec qui j'ai jamais travaillé, donc à les démarcher par mail, des gens souvent, etc. Rien que le démarchage dans la vie d'une personne indépendante, ça prend un temps fou. Alors en plus, si on doit aussi, moi par exemple, je dois démarcher aussi des marchés de créateurs, des choses comme ça. En plus des concours photos et tout, c'est pour ça que je ne participe plus à des concours photos, c'est que juste j'ai plus le temps et je sais que je serai pas prise, ou en tout cas que les chances que je sois prise sont vraiment très minces. Alors c'est mon pari personnel et je comprends ceux qui font un pari différent, mais je pense que je suis fatiguée en fait et que j'ai un peu l'impression qu'on se moque de moi parfois, qu'on me demande beaucoup de temps, beaucoup de présentations, beaucoup de choses pour parfois des dossiers où j'ai même pas l'impression que ça va être lu en fait. Je sais pas vous, mais perso j'ai pratiquement, voire même jamais, absolument jamais, eu de retour au concours auquel j'ai participé, tellement il y a de candidatures. Donc encore j'aurai un retour sur mon travail écrit, genre on t'a pas prise pour ci, ça, on te propose de retravailler ci, ça. Je trouverais ça intéressant en vrai parce que souvent c'est des pros qui vont lire ton dossier, mais très souvent en fait ils reçoivent tellement de candidatures qu'ils ont même pas le temps de te faire des retours et ils t'envoient juste un mail générique et le même mail qu'ils envoient à tout le monde, genre tu n'as pas été pris. Et du coup ça me déçoit un peu parce que moi j'ai besoin aussi d'avoir des retours pour grandir et à quoi bon m'embêter à aller trifouiller mon travail et essayer de le rendre vendable si c'est pour que je ne sache même pas finalement après avoir participé à ce concours ce qui a pêché ou pas, et du coup je peux même pas m'améliorer pour les prochaines fois. Donc en soi j'y gagne rien. Eux, ils y gagnent beaucoup par contre parce que du coup, ça a mis en avant leur magazine, ça a mis en avant leur expo, etc. Je trouve que la personne qui crée le concours est très très gagnante parce que ça met vraiment en avant son entité. Et même si elle doit ensuite donner des sous à un gagnant ou alors assumer ses responsabilités après, l'exposer, le publier et tout, en fait, le concours aura eu tellement de visibilité que la personne qui crée le concours est dans tous les cas je trouve gagnante. Voilà donc vous allez me dire oui mais tu peux demander des retours, moi je l'ai fait, j'ai envoyé plein de mails pour dire est-ce que je peux avoir des retours sur mon travail et très souvent j'ai juste pas de réponse. Ça m'est arrivé même là pour d'autres choses que des concours, donc je dévie un peu, mais par exemple des incubateurs auxquels j'ai postulé, des choses comme ça. Là où ça demandait des dossiers de 15-20 pages et que j'envoyais et j'avais juste une réponse générique pour me dire non. Et du coup, je demandais est-ce que je peux avoir un peu plus parce que pour le coup, il y avait genre 100 candidatures, tu peux quand même faire un petit retour quoi. Et même après avoir demandé plusieurs fois par mail et en vrai, si je pouvais avoir des retours et tout, j'en ai pas eu. Du coup, des fois, ça peut être très décourageant parce qu'on passe notre temps en fait à se mettre en valeur, à nous vendre. Et en plus du démarchage et des concours, il y a aussi les réseaux sociaux, etc. Vous connaissez. Du coup, je trouve qu'on peut que perdre dans un concours artistique parce que les chances de gagner sont tellement minces par rapport aux chances de juste passer notre temps à devoir participer à tort et à travers à tout et à n'importe quoi, que je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup à long terme et je me dis autant plutôt démarcher directement avec notre travail et quelque chose qui nous ressemble profondément, pas quelque chose sur lequel on aura essayé de se calquer, genre un thème qui nous parle pas trop, mais auquel on aura participé pour l'opportunité. Moi je me dis autant démarcher directement en fait par mail avec notre portfolio, avec ce qui nous fait vraiment plaisir et vibrer. Ces magazines, ces expos, tout ça. Je me dis, est-ce que c'est pas un meilleur jeu à faire à long terme
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, voilà, je trouve que les concours, c'est tout le temps perdant. Alors, je suis quelqu'un de nuancé, donc je voulais juste apporter une petite nuance, c'est que, effectivement, parfois, c'est, comme je vous l'ai dit, aussi une motivation. Je sais que j'ai plein de potes qui ont participé au Nikon, par exemple, Film Festival, donc c'est des concours que fait Nikon, où tu dois faire des films d'environ 3 minutes et tout. Et je sais que ça, par exemple, chez beaucoup de jeunes cinéastes, c'est vraiment le rendez-vous qui fait plaisir, parce que tu vas, avec plein d'autres gens dans toute la France, te lancer dans l'aventure de faire un court-métrage en pas très longtemps, et avec des contraintes et tout, et que ça peut vraiment être formateur, et que ça peut aussi être un bon point de départ. Ça peut faire, y a pas mal de communautés autour de ça, donc tu peux rencontrer pas mal de gens et tout. Franchement, je trouve qu'il y a des concours qui sont plus intéressants que d'autres, et qu'il y a aussi des fois où que c'est chouette en fait de pouvoir y participer. Je dirais juste que les concours, faut les garder pour les thèmes et les moments où on en a vraiment envie, quelque chose qui nous fait vraiment vibrer et où on trouve de l'intérêt, quelque chose qu'on réutilisera ensuite plus tard pour nous. Voilà. Là, dans ce cas-là, je pense que ça peut être intéressant. Mais en fait, il faut jamais oublier que déjà, il faut arriver au bon moment. C'est pas parce que tu auras fait un super travail, le film de l'année et tout, que tu seras pris ou prise, parce que il faut arriver au bon moment, avec les personnes du jury qui seront sensibles à cette œuvre-là. Il y a plein de choses qui sont complètement aléatoires en fait dans ça. Pareil pour les appels à candidature et tout, par exemple pour être publié et tout. Des fois ça peut être hyper démotivant, parce que tu vas tout donner pour un appel à candidature, et tu vas mettre ton âme dans des photos et tout. Oui, je parle en connaissance de cause. Et tu vas jamais être pris, tu n'auras jamais retour sur ce que tu fais. Et c'est dur à vivre, parce que des fois on sait que c'est pas juste, c'est pas que dû à notre travail ou à la qualité de travail qu'on fournit, c'est aléatoire. Voilà, encore une fois, il y a un jury qui pourrait être, ça se trouve, très sensible à ce que tu fais, et un autre jury qui ne le sera pas du tout. Et en fait, c'est normal, parce que l'art, c'est aussi subjectif, et on peut pas toucher tout le monde et tout. Mais du coup, faut parfois un peu s'éloigner de ça, et se dire, ok, qu'est-ce qui va dans mon intérêt aussi, en fait, en tant que la jeune photographe ou jeune artiste qui se lance, qui a pas beaucoup de temps, dans quoi est-ce que j'ai envie de mettre mon temps en priorité. Ça n'empêche pas de participer potentiellement à des concours parfois, surtout si c'est un concours qui est vraiment dans le thème qui nous plaît, pour un magazine ou quelque chose dans lequel on rêve d'être publié depuis super longtemps et tout. Je dis pas qu'il faut jamais participer à des concours, mais je dis qu'en moyenne, en général, on est tout le temps perdant dans un concours. Voilà. J'espère que je suis claire. Moi, j'ai participé, je pense, à vraiment énormément de concours, et j'ai gagné une fois la 10e place, qui m'a permis d'être postée sur Gaze Magazine sur leur Instagram. Voilà, c'est tout. Donc, comme quoi, et ça m'aura pris des heures et des heures de travail pendant des années, quoi. Parce que j'ai candidaté à plein de concours qui m'ont, jamais pris. Et c'est ok, en fait on est beaucoup, donc c'est aussi normal. Mais du coup je me dis, avec le recul, est-ce que ces heures-là m'ont autant apporté que si j'avais fait autrement? Et j'essaye maintenant de mettre mon temps au service de choses qui me font vraiment du bien, qui mettent vraiment en avant mon travail, et qui sont, d'après moi, vraiment bénéfiques, voilà, pour mon activité, parce que j'ai moins de temps qu'avant à perdre. Enfin là je suis vraiment, genre, j'ai besoin d'avoir de l'argent à la fin du mois, donc j'essaye de mettre mon temps au bon endroit pour pas m'épuiser. Et ça faisait partie des choses du coup que j'ai arrêté pour pas m'épuiser, justement. Voilà, j'espère que je suis claire. Alors ça peut encore m'arriver, ça se trouve, je vais participer à un concours l'année prochaine, ou j'en sais rien. Mais quand je participe à des concours, ils sont ciblés, et c'est très très peu. Et un truc qui va un peu avec, mais ça c'est encore pire, je trouve. Genre là vraiment, je câble quand je vois ça. Et là pour le coup, je trouve qu'il faut jamais participer à ce genre de choses, parce que c'est du vol, tout simplement. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi j'en vois partout traîner sur internet. Je parle de grandes marques. Ou alors, je crois que j'en ai vu d'institutions publiques, mais je sais pas si c'est légal, donc j'en sais rien en vrai. Mais j'ai le souvenir d'avoir déjà vu des mairies faire ça et tout. En tout cas, sinon, des grandes marques, j'en ai vu plein.
ou même des youtubeurs, etc. Super. Faire des appels à projets, mais très spécifiques, par exemple, genre je sais pas, on va organiser, imaginons un festival de musique, voilà, et du coup le festival qui est super famous et tout, super connu, va faire un appel à projet pour faire l'affiche du festival. Ok, jusque-là, je sais pas si l'appel à candidature c'est ok, les illustrateuristes, envoyez-nous vos portfolios, et on choisit celui qui nous plaît et on travaille avec lui. Jusque-là c'est carré, enfin y a pas de souci. Mais souvent ces appels à projet, c'est carrément, on va demander du coup publiquement, là, comme sur une story Insta ou quoi. Ok les illustrateuristes, faites-nous une affiche pour le festival et on choisira celle qu'on préfère. Pour moi c'est illégal, je sais pas si c'est écrit dans la loi quelque part ou pas, mais je trouve que ça devrait être illégal. C'est vraiment, du coup tu vas avoir pas que des dizaines, mais plutôt des centaines, voire des milliers d'illustrateuristes qui vont créer une affiche de A à Z, qui vont créer tout le projet qui va leur prendre des heures de travail, voire des jours de travail, pour envoyer du coup leur affiche, donc le produit fini gratuitement au festival, dans l'espoir de peut-être être pris ou prise, mais c'est le même pourcentage de chances d'être pris ou prise qu'un concours. C'est 0, je sais pas, c'est vraiment un tout petit pourcentage de chances d'être pris ou prise, et du coup on aura passé des jours à travailler gratuitement pour un festival qui ne nous paiera pas. Et moi, je trouve ça dingue de me dire, tu vas pas prendre en plus ce temps à un seul illustrateur ou une seule illustratrice, tu vas prendre ce temps à des centaines de personnes alors que tu as des gens où tu savais dès le départ que c'était pas du tout ton style, tu vois. Je trouve ça absolument fou. C'est comme si ils avaient économisé, imaginons que tu as 800 illustrateuristes qui participent à ton appel à affiche. Et bah ça veut dire que c'est comme si tu avais payé, mais là tu le fais gratuitement, 800 illustrateuristes pour faire le travail qu'il faut faire. Et à la fin, du coup, t'as le choix entre plein de propositions. Enfin, c'est énorme comme travail. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte du temps de travail gratuit que ça implique de faire ça. Alors que normalement, quand vous faites appel à un ou une artiste, vous choisissez l'artiste justement en fonction de son style, de ce que vous aimez chez lui ou elle. Vous faites à la limite un appel pour voir si vous pouvez trouver des intérêts communs pour ce projet-là. Et si cet appel se passe bien, que l'illustratrice vous envoie un devis pour vous dire combien ça va vous coûter, ce n'est qu'après avoir signé un contrat et un devis que là, l'illustratrice vous fera des propositions d'affiches. Et c'est un travail vraiment faramineux et qui, quand il est fait, est bien rémunéré normalement. Surtout pour un gros festival, parce qu'ensuite il y a des droits d'auteur et de diffusion qui sont plus ou moins hauts en fonction de à quel point cette affiche va être dupliquée, à quel point cette affiche va tourner sur internet. Donc c'est une économie juste énorme pour mes grandes marques par exemple qui vont faire ces appels à affiches ou ces appels à projets et qui devraient pas exister, je trouve. Enfin, c'est clairement du vol, et ça veut dire qu'il y a, imaginons, vous faites un appel justement, vous avez ces 800 illustrateuristes, ça veut dire qu'il y a 799 illustrateuristes qui le feront gratuitement. Et tu aurais un ou une illustratrice qui, gagnerait le prix et du coup serait entre guillemets bien lotie. Très souvent, quand je vois les récompenses du concours, les illustrateuristes, même ceux qui gagnent, sont pas vraiment hyper bien lotis, hein, c'est pas très bien payé. Et moi, ce qui me met le plus hors de mes gonds, c'est quand je vois qu'il y a ce genre d'appel, donc voilà, appel à affiche, hein, pour reprendre cet exemple-là, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais imaginons sur cet appel à affiche, vous avez parfois ce même type de concours, et à la fin, la récompense promise, c'est, vous aurez un regain énorme de visibilité si c'est vous qu'on choisit, parce que si on choisit votre affiche, vous aurez de la visibilité sur notre événement, on mettra en avant votre travail, nanana. Et en fait, ça c'est toujours des grosses entités qui peuvent se le permettre, parce que c'est des entités qui sont reconnues, qui ont des réseaux qui sont très suivis, qui ont aussi du coup des événements où il y a beaucoup de gens qui viennent et que ça brasse du monde, et du coup ils peuvent utiliser cet argument de la visibilité. Sauf que je trouve ça complètement dingue, parce que déjà que tu vas faire travailler justement plein d'illustrateuristes gratuitement, en plus le ou la seule que tu vas faire gagner, tu lui donneras même pas d'argent. Enfin, les gens se nourrissent pas avec de la visibilité. Les artistes ne se nourrissent pas avec de la visibilité. Les artistes se nourrissent avec un salaire.
comme dans n'importe quel travail. Et je trouve ça dingue comment dans le milieu artistique, on a décorrélé totalement le salaire du travail, alors que normalement c'est quand même censé aller ensemble, pas de travail sans salaire, enfin voilà. Le travail gratuit, c'est pas censé être quelque chose d'installé et de normal et de légal et de... Voilà, un travail c'est censé être rémunéré, normalement évidemment, je dis bien, je sais qu'il y a plein d'autres secteurs qui sont touchés et je sais qu'il y a plein de personnes, notamment des personnes sans papier qui sont exploitées et tout, donc c'est pas juste c'est pas juste à corréler avec le milieu culturel et artistique, c'est important de dire qu'il y a dans d'autres domaines qu'il existe la même chose, qu'il existe aussi d'autres formes d'exploitation dans d'autres domaines évidemment, mais voilà, dans le milieu artistique j'ai l'impression que c'est devenu absolument normal. Et si je divague un peu, c'est un peu comme dans le milieu des photographes de concert, où maintenant vous avez des grandes scènes où il n'y a pratiquement aucun photographe qui est payé. Et il y a énormément de photographes de concert qui travaillent complètement gratuitement. Et c'est devenu quelque chose de banal en fait. C'est devenu quelque chose d'autorisé et ça arrange bien tout le monde dans la musique. Donc voilà, les photographes de concert ne sont pas payés. Alors que si, en fait. Enfin, moi, maintenant, je ne fais aucun concert gratuitement. On a des exigences de prix aussi, comme dans n'importe quel métier, encore une fois. Et voilà, je câble maintenant. Je vous avoue, je câble quand je vois ce genre de concours, quand je vois ce genre d'appel à affiches, ce genre d'appel à projet. Pour moi, ça devrait pas exister, en fait. Tout simplement. Les appels à affiches, ça devrait pas exister. On devrait faire des appels à candidature où on demande les portfolios des gens et qu'on arrête de leur demander du travail gratuit avant même de leur faire signer quoi que ce soit, etc. Voilà, donc petite prévention, si jamais vous êtes dans ce cas-là. Moi, je vous conseille vraiment de ne jamais créer quoi que ce soit avant d'avoir signé un contrat, même si c'est un contrat qui dit que vous allez faire un essai de DA ou quelque chose comme ça. Je sais qu'on peut être tenté, qu'on a peur de perdre des opportunités si on montre pas ce qu'on sait faire à tort et à travers à tout le monde, si on ne va pas avec les exigences du client, etc. Je vous jure, j'ai vraiment eu l'expérience plein de fois de, une personne qui sera d'accord pour signer un contrat dès le début, qui spécifie bien chaque étape, etc., respectera votre travail jusqu'au bout. Une personne qui commence déjà à marchander alors qu'il n'y a même pas encore de contrat écrit, qui veut déjà des choses produites sans aucune trace écrite et sans aucune sécurité écrite dans cette interaction. C'est quelqu'un qui marchandera votre travail jusqu'au bout, qui vous demandera d'aller super vite, qui vous paiera super mal. Et c'est vraiment pour moi une perte de temps. Après, encore une fois, on fait comme on peut. On acceptera toujours, ça nous arrivera des fois d'accepter des trucs qu'on ne devrait pas accepter, c'est pas grave, je sais ce que c'est la galère là en ce moment, donc vraiment je comprends, mais protégez-vous vraiment, juste protégez-vous, faites attention à vous, faites attention à votre travail, gardez des moments où vous pouvez créer, gardez des moments où vous pouvez créer ce que vous aimez vraiment pour pouvoir ensuite les montrer et dire c'est ça moi que j'aime faire, montrer au monde votre art comme il est et comme dans sa complexité et dans son originalité parce que c'est le vôtre et essayer de perdre le moins de temps possible avec des potentielles opportunités peut-être qui n'aboutiront à rien parce que les gens ne respectent pas votre travail quoi. Et attention, ce n'est absolument pas votre faute si les gens ne respectent pas votre travail, c'est complètement de la leur. Mais voilà, si vous voyez des red flags dès le début, juste passez votre chemin. Je vous en supplie, vous allez économiser de l'énergie, vous allez économiser de l'espace mental. J'ai passé beaucoup plus de temps que ce que je pensais sur ce thème-là, donc on va passer à la deuxième. Unpopular opinion de photographe en colère. Je pense qu'en audiovisuel, parfois la technique on s'en fout un peu. Et que pour moi même, la technique c'est parfois un argument classiste et capitaliste. Attention. Là je sais que je vais me faire des ennemis, donc j'ai préparé bien mon argumentaire parce que voilà, ne déformez pas mes propos. Comme vous le savez, moi je suis photographe et la technique ça a toujours été
quelque chose d'important dans ma vie et je pense dans la vie de tous les photographes. Je parle pour ma paroisse. C'est souvent au centre des interrogations, des discussions. C'est quelque chose qui prend une grande part dans notre activité, évidemment, et qui est très important, évidemment. Et c'est quelque chose qui me prend de plus en plus la tête et je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous raconter la petite histoire, moi j'ai commencé la photo à 14 ans. Et du coup, mes premiers appareils photo, je les ai eus avec mes anniversaires, avec Noël. Quand je dis mes appareils, ça pouvait être vraiment en mode appareil jetable, appareil compact. Je récupérais des appareils dans mon entourage ou à la brocante ou des trucs comme ça. Et des vrais réflexes, j'en ai pas eu 150, j'en ai eu 3. J'en ai eu un au tout début que j'ai commencé à faire vraiment de la photo régulièrement. Mes parents m'ont acheté mon premier réflexe. Un tout petit, je sais même plus c'est quoi un tout petit de chez Nikon, je crois que c'était le 3300 si je me trompe pas, avec les objectifs de base, donc ça devait être un 18-55, un truc comme ça, et puis un autre objectif à côté. Donc j'ai fait comme ça pendant des années pour apprendre un peu la photo, les bases de la photo. Ensuite, quand j'ai vraiment commencé à en faire beaucoup, j'ai eu un 5300 qui était déjà un peu la gamme au-dessus, mais c'était quand même pas du tout du matos pro. J'ai eu un ou deux objectifs en plus, donc sûrement j'ai commencé à avoir mon 70-300 et un objectif un peu grand angle, genre un 24, un truc comme ça. Donc j'ai continué comme ça. Là, c'était le moment où je commençais vraiment à faire des photos de façon très régulière, où je savais que je commençais à vouloir faire une carrière un peu là-dedans, mais que c'était encore totalement pour le fun, en tout cas pour le moment. Mais je faisais déjà des vrais shootings avec et tout. Donc ça m'a duré encore des années. Et puis à mes 20 ans, je crois, 21 ans, quand j'ai voulu vraiment lancer mon entreprise, du coup, j'ai investi dans un 750 ou 780. Je sais même plus ce que c'est mon appareil. C'est vraiment la honte. Pour vous dire à quel point, voilà, je vais laisser comme ça, à quel point je suis nulle en technique, j'ai oublié ce que c'est que mon matos. Bref. Donc un 750 ou 780. Donc pour celles qui connaissent, c'est un boîtier qui est déjà vieux dans le marché. C'est un réflexe qui est quand même plein format, donc on va dire que c'est du matos semi-professionnel. C'est pas du matos, c'est pas du haut de gamme du tout, c'est du moyenne gamme semi-pro, voilà, pour les amateurs d'appareils photo. Et j'ai aussi investi dans des meilleurs objectifs parce que en photo, les objectifs c'est très important. Donc j'ai genre un 24-70 de bonne qualité pour faire tout ce qui est événementiel, etc. Et j'ai un 50 mm 1.4 pour faire mes photos de concert, mes portraits et tout. Et sans mentir, je pense que je fais 80% de mes photos au 50 mm, que ce soit événementiel ou portrait. Et j'ai mon 24-70 pour le reste. Mais franchement, je n'ai pas besoin de plus pour l'instant. J'adorerais avoir un fisheye, mais j'ai pas les sous encore. Et j'adorerais faire évoluer mon matos, mais j'ai pas d'argent, donc pour l'instant ça va rester comme ça. Et je vous en parle aussi pour ça, c'est que le matériel, ça peut être très vite très angoissant. Parce que vous passez votre temps, alors je sais pas si ça vous est arrivé, si vous êtes concerné, mais moi ça m'arrive absolument à chaque fois que je vais sur un tournage, un shooting, quelque chose, on me parle tout le temps de mon matériel, notamment en photographie de concert où vous êtes souvent plusieurs photographes ou vidéastes, etc. Il y a quand même des vidéastes et des photographes avec qui je m'entends très bien et qui sont absolument adorables, évidemment, mais c'est toujours dans les discussions, que ce soit de façon très jugeante ou très bienveillante, vraiment ça peut être dans tous les contextes, on va parler de matériel et on va remettre en question le matériel de machin, le matériel de truc. Et là en ce moment, il y a tout le monde qui dit regardez les derniers Sony, regardez... Moi bien sûr que je rêve d'une caméra Sony, vous croyez quoi? C'est incroyable Sony, mais bon, c'est 3000 balles une caméra Sony maintenant. En ce moment, les photographes sont tous à fond sur les hybrides et les réflexes, on dirait que c'est devenu complètement dépassé alors que mon appareil, je l'ai acheté il y a 3-4 ans. Tout ça, ça donne un climat où votre matériel peut devenir très vite très obsolète. Et là, on parle de matériel qui coûte des milliers d'euros, hein.
Notamment, là je vous parle de boîtier, mais si vous changez votre boîtier, il y a aussi moyen que vos objectifs ne soient plus compatibles avec votre nouveau boîtier. Donc là, si vous commencez à devoir aussi changer vos objectifs, ça peut compter, ça peut très vite, facilement, même en occasion. Si vous voulez changer le boîtier plus les objectifs, tournez entre 10 et 15 000 balles d'occasion, hein, si vous voulez changer votre matériel. Donc c'est des questions à prendre en compte quand vous êtes professionnel, notamment dans une branche de métier où vous avez du mal à arrondir vos fins de mois, vous ne faites pas de bénéfices pratiquement, où vous avez du mal à mettre de côté parce que vous ne touchez pas de travail, où vous êtes souvent sous-payé, etc. Devoir acheter du matériel en plus, rechanger votre matériel et tout, ça devient une vraie question pour nous, les photographes et les vidéastes. Voilà, c'est pas du tout anodin. Et j'ai aussi beaucoup expérimenté le regard masculin sur la technique. Et ça, je vous en ai parlé sur les 2 épisodes de Être une femme photographe, où on m'a fait plein de réflexions, évidemment non demandées, hein, sur mes caméras, mes appareils, sur des aspects techniques alors que les personnes ne savaient même pas si je savais faire ou pas. Hein. C'était juste, on te dit même pas bonjour et on va te dire alors tu sais que en fait c'est comme ça qu'il faut faire et pas comme ça et machin, alors que je n'ai rien demandé. Enfin voilà, il y a tout un aspect hyper mansplaining dans la technique aussi. Il y a beaucoup de gens du coup qui vont jouer de ça, du matériel et de la technique pour se mettre en valeur en fait. Il y a beaucoup de photographes qui vont avoir pour argument de vente le matos, ça va faire H24 des stories de son matériel, genre regardez tout mon matos, regardez toutes mes caméras, toutes mes batteries, toutes mes lampes, tous mes trucs. Ça va faire aussi plein de stories sur la technique, regardez cette technique de montage, cette technique de truc et tout. Je mets pas les deux sur le même plan en vrai, mais c'est une façon de parler et tout qui parfois me gêne un peu. Qu'on fasse plein de vidéos sur la technique pédagogique, là il n'y a aucun souci, hein. Je parle pas du tout de ça. C'est plus sur mettre en avant uniquement la technique à tort et à travers et dire que être photographe, c'est vraiment 100% ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est se définir à 100% par le matériel et la technique. Je trouve que ça peut être problématique parce que, et c'est là où je vais vous dérouler mon argumentaire, parce que tous ces points qui vont arriver. Je commence. Déjà parce que on ne doit pas oublier, d'après moi, que les marques qui fabriquent notre matériel sont souvent peu éthiques. Donc si on achète à tort et à travers de nouveaux objectifs neufs, de nouveaux boîtiers neufs, de nouvelles lampes, de nouveaux fonds, des nouveaux filtres, tout ça, eh bien on donne de l'argent à des marques qui ne sont pas éthiques. Je ne connais pas de marque d'appareil photo éthique, je ne connais pas de marque de caméra éthique. Quand on sait où c'est fabriqué, ce qu'on a besoin comme matériaux pour les fabriquer aussi, quelles personnes travaillent dessus, donc l'impact en termes de justice sociale, mais également en termes d'écologie. Je pense que c'est des vraies questions à se poser. Et donc là, le fait de changer son matériel à tort et à travers et d'en faire un argument de vente et de dire « Regardez, je suis un super photographe parce que j'ai du super matériel » et de tout le temps renouveler son matériel sans aucun jugement critique là-dessus, je pense que c'est un problème. Par exemple, moi j'ai toujours acheté mes objectifs full en occasion parce que je trouve que ça ne sert à rien pour un objectif d'être acheté neuf parce qu'en vrai on n'a pas de perte de qualité sur des objectifs, même s'il a été utilisé pas mal de fois, tant que les focales sont pas rayées, tant que... Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, mais c'est pour ça d'ailleurs que moi je vous conseille quand même d'acheter vos objectifs en magasin et pas sur le bon coin quand vous êtes là pour du matériel pro, parce que vous avez quand même de meilleures vérifications par des professionnels que vous, avec vos petites connaissances. Vous avez des factures, etc. Enfin, je pense que c'est vraiment bien d'aller chez des magasins type IPLN à Lyon ou Objectif Bastille à Paris. C'est important, je pense, pour être carré sur son matos. Après, si vous faites de la photo en amateur et que vous achetez des objectifs à 40 balles sur le bon coin, c'est trop bien, genre. Mais si vous commencez à acheter du matériel à 800, 900, 1000 balles, 2000 balles, etc., je pense que c'est bien d'aller chez des pros. Bref, j'ai encore fait une aparté. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple les objectifs, il n'y a pas besoin de les acheter neufs, je trouve. Les appareils photo, les boîtiers, moi je trouve que c'est quand même pas mal de les acheter neufs parce que pour le coup, un appareil ça se dégrade. Mais voilà, la façon dont on va consommer son matériel, la façon dont on va le traiter et la vie qu'on va lui donner,
l'utilisation qu'on va en faire. Je pense qu'elle est à faire en conscience aussi avec tous les enjeux de changement climatique pour pouvoir le faire de façon durable. Alors après, vous allez me dire oui, mais l'appareil, on peut le revendre, etc. Je dis pas le contraire, je dis pas que ces appareils-là vont finir à la poubelle et qu'ils seront consommés pour rien, mais je pense que c'est un peu comme Vinted par exemple. En soi, revendre ses vêtements ou acheter des vêtements en friperie, bah oui, c'est écolo, c'est très bien parce que vous n'allez pas acheter le vêtement. Sauf que en fait, si vous achetez plein de vêtements chez Zara, que vous, du coup, vous les revendez H24 sur Vinted parce que vous vous dites, bah, de toute façon, je peux en acheter plein vu que je vais les revendre et puis, de toute façon, ils ont une seconde vie, donc c'est écolo. Bah non, parce que du coup, vous allez surconsommer justement à Zara. Vous allez faire surconsommer des gens sur Vinted, alors que le but, c'est censé être de déconsommer, enfin de consommer moins et mieux. Du coup, je pense que c'est pas une bonne stratégie. Et pareil en friperie, enfin moi j'achète tous mes vêtements en friperie, mais si j'achetais 15 000 vêtements par mois, ça n'aurait pas de sens. Parce que le but d'acheter en friperie, c'est de consommer moins, mieux, etc. aussi. Donc pour moi, toute consommation, même si vous envoyez votre matériel pour une seconde vie d'occasion, etc., toute consommation doit se faire en conscience, durablement et en décroissance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que c'est une réflexion qu'on n'a pas du tout sur nos matos professionnels. Voilà. Deuxième argument, pour moi, celles et ceux qui achètent le plus sont celles et ceux qui en ont les moyens. Moi, j'ai un vieux matos parce que j'ai passé toutes mes économies dans mon entreprise parce que je n'ai plus rien en fait sur mon compte. Je vais pas vous mentir, j'ai plus de compte d'épargne. Voilà. J'ai un compte d'épargne, mais il est à 200 €. Voilà, je n'ai plus d'argent du tout sur mes comptes. Je suis à sec. Et du coup, je n'ai pas l'argent de racheter tout le temps du matériel parce que j'ai pas la possibilité de le faire. Moi, je suis dans un domaine qui paye très mal. Et du coup, même si je travaille beaucoup, je suis très peu payée et je peux très peu renouveler mon matos par rapport à quelqu'un qui va travailler dans la pub ou je ne sais quoi avec des entreprises qu'on n'aime pas. Bref. Donc, c'est un peu un unfair avantage. C'est que des personnes qui vont être très bien payées par leur taf pourront très vite renouveler beaucoup leur matériel, ou alors des personnes qui ont un grand capital de départ pourront très vite acheter du très bon matos. Et du coup, si on participe à l'imaginaire commun que je vous disais un peu plus haut de la technique, le matériel, c'est le plus gros argument de vente, et ben moi, mon argument de vente, il est bien diminué par rapport à eux parce que mon matériel, il n'est pas incroyable. Vous voyez ? Donc si mon seul argument de vente c'était le matos, j'aurais plus de travail, hein, je vous le dis tout de suite. C'est là où je trouve que c'est important de déconstruire ça parce qu'en fait on n'a pas tous les mêmes moyens au départ. Encore une fois, moi je suis plutôt classe moyenne à la base, donc je suis déjà très privilégiée dans la société par rapport à d'autres gens. Il y a des gens qui peuvent même pas s'en acheter du tout du matériel. Mes parents m'ont aidé à acheter mon matériel et pour autant j'avais quand même plus d'argent. Donc vous imaginez. Alors, les personnes qui ont un gros capital de départ et qui peuvent acheter du matos à tort et à travers, pour moi, sont très avantagées aussi sur ces questions-là. Et donc, c'est là où je suis en mode, ça peut très vite être des arguments très classistes. Parce que, non, j'ai pas le dernier Sony, désolée, parce qu'en fait, j'ai pas les sous d'avoir le dernier Sony. À un moment, on va se dire des vérités, quoi. Donc, est-ce que ça fait de moi une mauvaise photographe ? Je ne pense pas. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise professionnelle ? Je ne pense pas. Et je vais vous expliquer ça tout de suite, c'est que pour moi, le matériel, ce n'est pas le plus important, surtout par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Vous avez des photographes qui vont vous vendre justement leur grande caméra, leur gros matériel, leur super grand objectif, nanana. Et après, ils vont travailler que pour des gens qui vont mettre ces photos-là uniquement sur leur site internet ou sur Instagram. Et en fait, des fois, vous n'avez pas besoin d'avoir une caméra dernier cri pour faire des photos qui vont finir sur les réseaux avec une qualité et une résolution vraiment moindre par rapport à ce que vous envoyez, qui vont finir dans un album photo de famille, etc. En fait, vraiment avoir un matériel dernier cri, etc., c'est intéressant quand on fait des grands formats, quand on fait certains types de photos très précises, par exemple de la photo produit ou des grands formats, des grandes impressions, que vous voulez passer vos images sur un grand écran. Mais pour l'utilisation quotidienne des photos que vont faire la plupart de nos clients, un appareil photo plein format semi-pro, c'est déjà largement suffisant, quoi. Encore une fois, il y a certaines dispositions, par exemple si vous faites de la photo de nuit, etc.,
ça va être vite plus compliqué si vous avez du matériel qui ne supporte pas les basses lumières, etc. Mais c'est pour ça que je pense que ce sont des choses à voir un petit peu autrement. Le matériel et le résultat. Pour moi, le matériel est à voir aussi en fonction de l'utilisation des clients. Et moi, la plupart de mes clients, c'est des particuliers qui vont mettre les photos dans des albums de famille, justement, qui vont envoyer les photos à leur famille sur Messenger. Sinon, mes clients, c'est des boîtes de nuit ou c'est des salles de concert qui vont mettre les photos sur leur réseau, sur leur site internet, etc. Et pour l'utilisation que mes clients en font, mon matériel est largement suffisant. Et bien sûr que je pourrais faire encore mieux, avoir encore plus du bon matos. Je dis pas que j'ai pas envie de m'améliorer, au contraire, moi je cherche, comme tout le monde, à apprendre, à m'améliorer, etc. Mais par contre, je pense qu'on a tout le temps une vision un peu glorifiée de ce bon grand dit matériel, alors qu'au final, le matériel des fois se vaut largement. Il y a plein de matériels différents qui vont vous donner des rendus différents, qui seront tous intéressants. Vous avez plein de techniques aussi de montage, de techniques de retouche qui sont intéressantes et il n'y a pas une bonne façon de faire, il n'y a pas un seul son de cloche à avoir. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas qu'une façon de voir les choses. Il y a plein de vérités, il y a plein de bonnes façons et il faut que les gens arrêtent de donner des leçons aux autres, des leçons non demandées. Surtout quand les gens ne savent pas quel est ton capital de départ. Surtout quand les gens ne savent pas combien de sous tu as sur ton compte en banque, combien tu peux faire par mois, si tu viens d'une famille turbo blindée ou pas. Enfin, je pense qu'il faut faire attention, il faut doser. Et en plus, c'est pas forcément véritable qu'il y ait besoin de la dernière caméra pour faire du bon travail. C'est pas vrai. Voilà, vraiment, c'est pas vrai. Donc si vous avez du matos bif bof mais qui passe, on est ensemble. Et vous faites des très belles choses, j'en suis sûre, parce que du coup on apprend à se débrouiller. Moi pendant longtemps j'ai fait des photos qu'avec mon 50 mm, et j'ai fait plein de photographes différentes et j'ai appris en fait avec mon petit matos à faire plein de choses et je sais l'utiliser très bien. J'ai une copine qui fait des documentaires, qui a vendu des documentaires à plusieurs milliers d'euros à des entreprises, à des institutions publiques, etc., qui a fait mettre ses docus au cinéma, où vous voulez, dans des gros endroits. Elle avait un GH5, elle avait pas un Sony, je ne sais quoi. Elle vient d'en acheter un, mais pendant des années, elle avait son GH5 et elle a fait que avec ça. Elle avait une cam, un objectif, un rêve, une vie, genre. Et elle a trop géré. Donc vraiment, les gens qui n'ont pas beaucoup de matos, on est ensemble et je suis sûre que vous shinez de fou parce que vous avez appris à faire avec et que c'est génial. Aussi, ceux qui parlent le plus de technique, et je dis ceux, et je l'assume parce que tout le temps, en fait, à chaque fois qu'on m'a mansplain sur la technique, c'était des hommes, ce ne sont pas forcément ceux qui ont le plus beau résultat. Ça va avec ce que je vous ai dit avant. Par exemple, sur des concerts ou sur des tournages, c'est un plaisir. Il y a plein de mecs qui m'ont dit « Ah non, mais ce matériel, il va pas du tout, ton matériel, il convient pas à ce qu'on va faire là, tu vas rien réussir à en tirer, etc. » Et eux qui arrivaient avec leur objectif de 40 mètres de long, là, pour vraiment montrer qu'eux, ils ont du bon matos, etc. Et je suis désolée, des fois, j'allais sur Instagram après et je trouvais que mes photos étaient meilleures que les leurs et que parfois, j'ai entendu plein de mecs mansplainer plein de meufs et quand tu vas voir leur travail, au final, il n'est pas forcément incroyable non plus. Tu ressens rien dans les photos, les retouches sont pas folles. Enfin voilà, il y a plein de choses que toi aussi tu trouves qui vont pas. Ça se trouve, eux sont très contents du résultat et c'est trop bien. Mais arrêtez de donner des leçons à tout le monde sans savoir. Parce que, en fait, oui, je vais vous dire un truc, peut-être ça va vous choquer, mais des fois, les femmes, les personnes sexisées, en fait, elles font des trucs bien. Et elles font des trucs beaux. Et elles savent ce qu'elles font. Attention, hein. Je sais, ça choque, mais je vous jure, c'est vrai. Ensuite, autre argument qui va dans ce sens, là, sur l'aspect technique, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des études d'audiovisuel. Pour apprendre la technique en audiovisuel en études, vous n'avez pas 50 000 façons différentes. Vous avez la fac, mais la fac n'apprend pas la technique. La fac de ciné, la plupart du temps, n'apprend pas ou presque pas la technique. Donc, vous allez plutôt en BTS ou en école de cinéma. Pour aller en école de cinéma publique, c'est une galère monstre, c'est sur concours et il y a très peu de gens pris. Pour avoir accès à un BTS public, je vous souhaite bonne chance. Voilà, honnêtement. Moi, j'ai essayé 2 années de suite. J'ai demandé tous les BTS publics de France en audiovisuel. Je n'ai pas eu une seule
réponse, un seul entretien, rien du tout. J'ai été recalée d'APB, j'ai jamais fait les études que je voulais. Et sinon, c'est du privé. Et du coup, il vous faut des parents qui peuvent vous payer une école pendant 3 ans, 5 ans, ça dépend. Et donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et du coup, pareil, unfair avantage, quand on fait une école ou un BTS, on est hyper calé en technique très rapidement parce que on apprend ça et on a des cours là-dessus. Donc on a les termes, on a les façons de faire très scolaires, on a compris, on apprend, on a le processus clair. Quand ce n'est pas le cas, on apprend le bricolage. Moi, c'est ce que j'ai fait du coup. J'ai passé ma vie à suivre des cours sur YouTube gratuits de photographes et de vidéastes qui disaient « Regarde, sur Lightroom, il faut faire comme ça !» Et du coup, j'ai suivi des tutos Photoshop, Lightroom, Premiere Pro toute ma vie. Et donc oui, il y a des gens qui auront plus les termes, il y a des gens qui auront plus les façons scolaires de faire que les autres. Mais ça vient aussi de quelque part, je trouve. Par exemple, moi, je vais prêcher ma paroisse d'autodidacte qui a appris sur YouTube. Je trouve personnellement que l'important, c'est la technique au service du résultat, j'appelle ça. C'est si je veux faire quelque chose et que je connais pas la technique pour le faire, à ce moment-là, je vais apprendre la technique pour faire cette chose. Et voilà quoi. J'ai pas besoin de tout savoir sur tout, j'ai pas besoin de en avance tout connaître, etc. Comme dans n'importe quel domaine d'ailleurs, hein. Si vous êtes cuisinier, vous n'êtes pas censé connaître toutes les recettes du monde, pour moi la technique c'est pareil. C'est bien d'avoir des bonnes bases quand même. Moi je pense que j'ai des bases, j'ai pas des bases incroyables, mais j'ai quand même mes bonnes bases. Et je sais faire tout ce que je veux, en fait, tout ce dont j'ai besoin, je sais le faire. Et si dans mon travail on me demande quelque chose et que c'est pas accessible pour moi, je vais dire ok. Je vais voir ce que je peux faire et je reviens vers vous. Et je vais passer une après-midi à essayer de comprendre la technique de la chose qu'on m'a demandé. Et puis je vais revenir et je vais faire le truc. Et je vais le réussir souvent parce que j'aurais appris et je l'aurais fait bien. Et puis voilà. Moi, c'est la façon que j'aime faire. Il y a des gens qui sont passionnés de technique. Et ça, c'est passionnant. Et c'est trop bien pour eux. Je ne critique pas du tout, encore une fois, les gens qui font des maxi-tutos. Là, sur YouTube, moi, c'est grâce à eux que j'ai appris. Il y a plein de gens qui adorent la technique, il y a plein de gens pour qui la technique c'est une passion, comme quelqu'un qui aime les maths, comme quelqu'un qui aime les livres, j'en sais rien. Il y a des gens qui adorent la technique, je ne critique absolument pas ça, hein. Je tiens à mettre les choses claires. C'est pas ça que je critique, c'est plutôt le mépris sur les gens qui bricolent, qui n'ont pas forcément les codes et les termes, mais et du coup parfois on a vraiment du mépris pour ces gens-là, ces travailleuses-là, alors qu'en fait souvent ils sortent aussi un très bon résultat parce qu'ils ont appris en fait à faire autrement, à se débrouiller. Et ça fonctionne aussi quoi. Donc je pense que pareil en fait en technique il y a plein de façons de faire. Oui il y a des façons plus scolaires etc. Il y a des façons vraiment avec un meilleur fini, on va pas se mentir. Et c'est chouette d'avoir les bonnes techniques et c'est chouette quand on demande des conseils, c'est trop bien d'être conseillé, hein. Je trouve ça trop chouette d'avoir des échanges et tout. Mais c'est juste, arrêtons un peu de mépriser les gens, arrêtons aussi de donner des conseils non demandés. En fait une discussion c'est question-réponse, c'est échange, c'est quelque chose de consenti des deux côtés, voilà, c'est pas quelque chose d'imposé. Et c'est aussi par là que passe le sexisme, je trouve, c'est que les femmes, les personnes en minorité de genre de mon entourage sont toujours là à remettre en question leur technique, à penser qu'elles ne font pas bien les choses, à penser qu'elles sont pas douées, qu'elles ne savent pas, parce qu'il y a machin qui se l'est ramené, qui a parlé de son dernier fil très fixe, je ne sais quoi, et qu'on ne le connaissait pas. Mais en fait, moi je sais que j'ai déjà fermé le clapet à plein de mecs parce qu'au final ils se rendaient compte que oui je savais faire et que j'étais compétente dans ce que je faisais et que je ne faisais pas n'importe quoi et que j'avais bien appris mon travail et que je savais ce que je faisais en fait, que c'était mon travail, donc j'étais quand même compétente. Et des fois ça choque un peu que les femmes soient compétentes. Donc voilà, gardez confiance en vous parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent beaucoup et au final qui savent pas forcément mieux que vous non plus derrière. Et par contre, nuance. Et dernier argument, dans l'autre sens, j'aime pas non plus quand les gens citent à tort et à travers la phrase d'Orelsan. Je sais pas si vous la connaissez. La phrase d'Orelsan qui dit, je cite, « Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. » Fin de citation. Parce que oui, c'est vrai... Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un téléphone ou d'une petite cam, c'est même ce que je disais plus tôt, c'est fait avec le matos que vous avez. Mais par contre, je trouve que c'est quand même à replacer toujours dans un contexte social et dans le capitalisme. Et donc, si l'objectif de la personne là, à qui tu dis si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme, son objectif c'est de vivre du cinéma,
et que tu lui sors ça, que tu lui sors cette phrase, pour moi, c'est continuer à nourrir le mythe que c'est facile de réussir dans l'art et ça gomme tout l'aspect sociétal qui fait que celles et ceux qui créent sont celles et ceux qui ont le temps de créer en fait. Que celles qui réussissent dans l'art, c'est celles qui en moyenne ont du réseau et du capital de départ plus conséquent. Voilà, je trouve que c'est important de faire attention à ce qu'on dit, pas vendre un rêve inatteignable aux gens, même si pour moi, évidemment, attention, tout le monde doit se lancer dans ses rêves si elle le veut, c'est trop bien. Mais c'est juste arrêter de nourrir ce mythe de l'artiste qui va bien gagner sa vie, que tu vas percer, que tu vas machin, alors qu'en fait, pendant des années, tu galères, peut-être se trouve même toute ta vie, tu vas galérer, et c'est important de le replacer dans ce contexte-là. Bref, moi, ce que je voulais vous dire à la base, c'est surtout, pour moi, le matériel, c'est quelque chose sur lequel on doit avoir une vraie réflexion maintenant en tant que professionnel. Et là, je parlais de la photo, mais si les gens qui m'écoutent, vous êtes illustratrice ou que vous taffez en tant que costumier, costumière ou j'en sais rien, n'importe quel taf de l'art qui nécessite du matos, c'est-à-dire à peu près tous, je pense qu'on a une vraie question, une vraie réflexion à avoir sur où est-ce qu'on place le matériel en termes d'importance. Il y a aussi plein de films qui se font avec peu de matos, mais où il y a plein d'émotions, où il y a une narration de fou, etc. Donc pour moi, le matos, c'est pas le plus important. Voilà, tout simplement. Et j'essaye d'avoir une consommation de plus en plus réfléchie de mon matériel, même si elle ne sera jamais éthique, parce que par définition, le matos n'est pas éthique. Et deuxièmement, pour moi, il faut faire attention à la façon dont on parle du matos et de la technique, parce qu'on peut vite avoir des biais sexistes et tout dans la façon dont on en parle aux gens, et aussi replacer ça dans un contexte classiste, capitaliste on n'a pas tous les mêmes moyens quand on se lance dans l'art, et du coup, voilà, ne pas oublier ça. Et ne pas oublier que si tu as un matériel à 15, 20, 30K, c'est que peut-être tu n'as pas les mêmes moyens actuellement que les autres. Et que du coup, voilà, c'est aussi à replacer dans ce contexte-là. J'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus, parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais là, c'était mon énervement, parce que vas-y, ça m'énerve tout le temps, on m'en parle, donc j'avais envie de vous en parler. Je voulais vous parler de bénévolat, mais en fait je vais pas du tout avoir le temps parce que j'ai un gros pavé sur le bénévolat. Donc je vais garder ça pour un autre épisode, mais je vais passer du coup aux 2 derniers petits unpopular opinions qui me restent. Et du coup ça va bien, je trouve, dans le fil parce qu'on va reparler de capitalisme et de privilèges. Donc pour moi, unpopular opinion numéro 3, celles qui percent ou qui restent ne sont pas les meilleurs, seulement les plus privilégiés, celles et ceux qui rentrent dans les codes du moment, celles qui ont le plus de réseau ou celles qui ont le plus de temps et de thunes. Voilà, c'était une phrase vraiment... Je voulais vous parler de ça parce qu'il y a une phrase que j'entends beaucoup quand je parle de la précarité dans les milieux artistiques à des gens qui sont du milieu ou à des gens qui ne le sont pas d'ailleurs. C'est la phrase qui dit que si l'art se précarise et que du coup il y a plein d'artistes qui sont obligés d'arrêter, celles et ceux qui vont rester seront les meilleurs. Il ne restera que les meilleurs, etc. Voilà, c'est cette phrase-là qui me dérange énormément. Pour moi, ce n'est pas le cas. En fait, les artistes qui restent, quand je dis que c'est celles et ceux qui sont les plus privilégiés, souvent en moyenne évidemment, et je dis bien en moyenne parce que bien sûr c'est à nuancer, et dans ce paquet-là il y a aussi plein d'artistes qui sont hyper talentueux, hein. J'enlève pas le talent aux artistes qui ont des privilèges de base, moi-même j'ai des privilèges de base, donc voilà. Je dis juste que quand tu dois tenir une carrière hyper précaire pendant super longtemps et que tu sais que t'as pas un avenir qui te sortira de la précarité d'ici peu et que du coup pendant des années tu vas pas gagner assez pour payer ton loyer par exemple, c'est que t'as des sous de côté ou que t'as quelqu'un pour t'aider, que voilà, t'as un capital de départ qui fait que tu peux assumer de taper dans des économies ou d'être aidé par quelqu'un pendant longtemps. Alors vous allez me dire il y a des aides sociales et tout, mais souvent ça suffit pas, en vrai, souvent ça suffit pas. Et moi, les artistes que je vois autour de moi, je commence à bien connaître le milieu lyonnais en tout cas. La plupart des gens qui restent après 5 ans mais qui n'en vivent toujours pas, c'est des gens qui peuvent se le permettre aussi, quoi. Et comme moi, hein, d'ailleurs. Moi, normalement, si je m'étais tenue aux aides, j'aurais arrêté ma carrière après le chômage parce que là, je gagne trop pour gagner le RSA, mais je gagne pas assez pour payer entièrement mon loyer. Donc, vous voyez, je pense que c'est des questions à se poser. Les personnes qui percent de ouf. Il y a toujours, bien sûr, encore une fois, des gens qui percent parce que leur musique ou leur art a vraiment grave plu. Ils ont trouvé la façon de le mettre en forme qui fonctionne bien
et qui réussit quoi. Enfin, c'est trop bien et ces gens-là, bravo, c'est génial. Mais par exemple dans le cinéma ou dans le théâtre ou dans plein de domaines qu'on connaît, on sait que le réseau ça joue beaucoup aussi en fait. Et que pareil dans la musique, enfin moi tous les photographes que je vois, du coup j'en croise tout le temps dans les salles, qui suivent le ou la DJ qui passe par exemple, c'est vraiment en grande partie le ou la meilleure pote du DJ ou des amis d'enfance ou voilà. Et c'est ok, hein, je dis pas que c'est pas ok, mais c'est vrai du coup que le réseau ça joue énormément aussi dans la réussite d'une carrière artistique. Et du coup quand on n'a pas de réseau de base, et moi c'est mon cas, j'ai aucun réseau de base, bah c'est beaucoup plus dur quoi de se faire une petite place. Et encore une fois, je dis pas que c'est impossible, c'est bien de dire à tout le monde qu'elle peut se lancer si elle le veut et tout. Arrêtons de lancer de la poudre aux yeux aux gens et arrêtons surtout de dire que c'est les meilleurs qui resteront parce que déjà ça se fait pas pour les gens qui partent. Moi je vois plein d'artistes arrêter leur carrière alors que c'est des personnes incroyablement talentueuses. Et je pense que si tout le monde pouvait vivre de son art et qu'on avait la possibilité de faire en sorte que tout le monde gagne des sous, on aurait une création artistique absolument incroyable. Donc voilà, je pense que ça c'est un truc à déconstruire. Et dernière unpopular opinion de la journée, les artistes privilégiés qui ne prennent jamais la parole sur rien, ça me rend ouf. Alors attention, je dis bien artiste privilégié. Et qu'est-ce que c'est un artiste privilégié d'après moi ? Quand je dis ça, c'est un peu moi qui ai inventé ce terme, mais c'est un artiste ou une artiste qui a réussi, entre guillemets, un artiste ou une artiste qui vit bien de son travail, un artiste ou une artiste qui a une grosse communauté derrière lui ou elle. Voilà, pour moi c'est plutôt ça, genre qui est installé, vous voyez, et qui a du rayonnement autour de lui sur les réseaux, etc. Alors pourquoi ça me fan ? C'est que je pense qu'on a des enjeux écologiques et des enjeux de justice sociale hyper importants en ce moment, et surtout, je sais pas s'il y a besoin de le rappeler, mais il y a des génocides en cours, il y a des guerres dans le monde entier, le monde est en train de péter son crâne, voilà. Il y a les services publics qui sont en train de s'effondrer en France, le fascisme qui monte, des idées ultra racistes qui avancent à une vitesse folle. Enfin voilà, je suis désolée, mais je pense qu'on est tous dans cet état un peu d'urgence en ce moment. Là, moi, j'enregistre ça, on est l'été, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer à la rentrée. Enfin, tout est flou, tout est grave, tout est urgent. Et je ne comprends pas les artistes qui ont la possibilité de prendre la parole et qui ne le font pas. Je ne peux plus. Vraiment, je peux plus. Encore une fois, je ne blâme pas tous les artistes parce que pour moi, ça ne représente absolument pas les mêmes risques pour tout le monde d'ouvrir la parole sur des sujets. Ça ne représente pas la même chose. Ça ne représente pas les mêmes risques, par exemple, en termes de cyberharcèlement pour une personne racisée ou une femme ou une personne queer de prendre la parole que pour un homme blanc et riche. Voilà, le cyberharcèlement, il y en a évidemment quand on est militant, hein, même si on est un homme blanc, mais c'est quand même à des niveaux très différents. Pareil, l'accès au monde du travail dans la culture, notamment quand on vient d'une famille très précaire ou qu'on est en situation de handicap, quand on est racisé, quand on est une femme, quand on est une minorité de genre, l'accès est encore plus difficile qu'il ne l'est déjà pour tout le monde dans les métiers culturels. On a beaucoup plus le risque du coup de se faire cyberharceler, de perdre notre emploi, de perdre notre sécurité financière qui est déjà souvent beaucoup plus faible, etc. Donc voilà, ces risques-là ne représentent pas la même chose pour tout le monde, mais c'est pour ça que je parle d'artistes bien installés, etc. Par exemple, même des mecs que j'aime bien, hein, des photographes qui sont très connus dans le monde de la photo, qui ont des chaînes YouTube ou qui sont influenceurs en photo, que vraiment humainement j'aime bien et que je regarde leurs vidéos parce que ils font du bon travail, etc. Mais qui ne prennent jamais la parole sur rien, ça me rend ouf. Et vous allez me dire quel est le rapport. Déjà, même sans chercher à parler d'un sujet politique qui n'a rien à voir avec la photo, juste quand vous parlez de photo, c'est politique. Et notamment, t'as plein de youtubeurs photographes qui vont qui vont citer leurs 10 photographes préférés et il n'y a pas une femme dans le lot. C'est que des mecs blancs qui font des reportages de rue. Je vais arrêter de donner trop de détails, mais pour moi, c'est vraiment un problème en fait. Et les personnes qui créent du contenu, qui sont privilégiées et qui sont connues sur les réseaux et qui font de l'art,
pour moi, devrait aussi prendre la responsabilité de prendre le réflexe de mentionner plus d'artistes minorisés dans leur contenu pour les mettre en avant. Parler aussi de lutte dans leur secteur, par exemple, rien que dans leur secteur. Je sais que par exemple Samantha Bailey, c'est une autrice très connue. Elle parle souvent de la précarité des artistes-auteurs sur son compte. Pour moi, c'est trop bien, c'est le minimum, mais c'est déjà trop bien. Et des photographes qui vont percer et parler de j'ai fait telle collaboration avec telle personne, qui gagnent super bien leur vie, qui ont des super apparts et tout, et qui parlent pas une seule fois dans l'année rien que de la précarité des autres photographes dans leur contenu, c'est vraiment pour moi hyper égoïste, et c'est vraiment genre moi j'ai réussi, du coup maintenant c'est bon quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire, mais c'est mon opinion. Je dis pas que ce sont des mauvaises personnes et tout, mais je me dis ouais tu la joues vraiment solo quoi, tu la joues solo en vrai. Enfin, je sais pas, moi, si un jour je perce, donnez-moi des sous, vraiment, on attend que ça. Mais je veux dire, si un jour je perce en vrai, enfin, déjà là, j'ai que 2000 abonnés, je passe mon temps à parler des autres parce que je suis en mode, en fait, on est un collectif, on est tous ensemble et on est tous dans la même galère, et j'en ai marre qu'on galère en fait. Ça me fait pas plaisir de galérer, et ça me fait pas plaisir de voir les autres photographes galérer. J'ai envie de gagner ma vie et j'ai envie que tout le monde gagne sa vie, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, si un jour moi ça m'arrive de gagner ma vie, je vais pas du coup regarder les autres et rien faire. Enfin, je vais être en mode comment on va faire les gars? Maintenant il faut deuxième défi, tout le monde doit gagner sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je trouve que c'est ça qui est porteur, c'est ça qui est passionnant. C'est ça en fait la vie pour moi, c'est d'essayer d'améliorer les conditions de vie de tout le monde. Enfin voilà, c'est ça pour moi le progrès. Je vous l'ai déjà dit, mais donc les gens qui ne prennent jamais la parole alors qu'ils ont une communauté, pour moi c'est un gros problème. Et d'ailleurs, je crois que c'est Rosalia, si c'est laissé au montage, c'est que c'est bien ça, je vérifierai au montage, mais si là vous m'entendez parler de ça, c'est que c'est ça. Rosalia, déception, a dit sur ses réseaux, en gros il y a un collaborateur qui a voulu arrêter de travailler avec elle parce qu'elle prenait pas la parole sur la Palestine, elle avait jamais pris, et du coup Rosalia a répondu j'étais trop triste, a répondu en story ou en post, je sais plus, que elle trouvait que ce n'était pas sa position, que c'était pas son endroit de prendre la parole, et que c'était les gens qui avaient de l'influence, c'était les politiques qui devaient en parler et prendre ça en main, et que du coup elle, petite artiste, n'avait pas à le faire. Je suis en mode, tu parles de personnes qui ont de l'influence, tu as des millions d'abonnés, des millions d'écoutes sur chacune de tes chansons. Enfin moi j'adore Rosalia, je l'écoute tout le temps. Et j'étais vraiment gênée et déçue de ce qu'elle a dit, parce que je me suis dit mais c'est vous en fait, enfin les artistes là qui m'ont percé, c'est vous qui devez prendre la parole. Et pareil, Mehdi Maizi en parle souvent, et moi je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit honnêtement. Mehdi Maizi du coup c'est un journaliste rap, et il parle souvent de ça, de ces sujets-là, et du fait est-ce qu'on doit demander aux artistes de parler politique, etc. Alors il y a des arguments qu'il avance que je trouve très intéressants, mais moi je préfère, par exemple dans ces interviews-là, une des dernières c'est t'as Mehdi Maizi qui parle, il y a aussi Medine et tout, et Medine lui il est vraiment en mode allez on parle de politique parce que enfin il faut là, c'est trop grave, et lui il a toujours fait ça, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il se fait boycott de partout, mais je suis plus de l'avis de Medine, pour moi en fait les gens qui peuvent il faut qu'ils fassent, voilà. On se referme là-dessus, on arrête là. J'ai plein de choses à vous dire. J'étais contente en vrai, j'ai été portée par le podcast. Je sais pas si ça vous a plu, je sais pas si le ton et tout ça allait, parce que du coup c'est très différent. Je sais pas si vous êtes au courant, je vous en ai un peu parlé plus tôt, mais en ce moment, si jamais vous êtes toujours là, c'est que vous vous sentez concerned par l'épisode, j'imagine. Donc si jamais vous avez l'habitude d'écouter les épisodes en entier, j'ai une question pour vous. Sur mes derniers épisodes, il y en a beaucoup que j'ai écrit de A à Z, notamment mon rapport aux réseaux sociaux, etc. Par exemple, vais-je arrêter la photographie, la moitié est écrite, et l'autre moitié, quand je parle de mon bilan, c'est des bullet points. Et ça m'intéresse trop de savoir ce que vous en pensez. Par exemple, si on prend vais-je arrêter la photographie, comme je vous dis, c'est moitié écrit au début, et deuxième partie, c'est moi qui parle de façon fluide. Mon rapport aux réseaux sociaux, c'est 100% écrit. Et celui-là, par exemple, c'est 100% pas écrit. Voilà, c'est que des bullet points. Donc, j'avais une question pour vous, c'est qu'est-ce que vous préférez et est-ce que c'est cohérent ? Moi, je crois que mon préféré, c'est de faire un peu les deux. Comme dans Vais-je arrêter la photographie,
Genre le début, nanani avec des métaphores, je suis là, je parle bien et tout. Et la deuxième partie, je passe peut-être à plus d'argumentaire et de passion dans la voix. Et en fait, je crois que j'aime bien les deux en fait. J'aime bien la partie où j'essaie de poser mes idées et de les écrire d'une belle façon. J'adore écrire, donc je crois que ça me plaît vraiment. Et en plus, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile ensuite à monter parce que j'ai beaucoup moins de cuts à faire. Faire que de l'écrit, je vais pas vous mentir, je crois que j'ai pas trop aimé mon épisode mon rapport aux réseaux sociaux parce que du coup ça me donne un ton de voix hyper soutenu du début à la fin. Pas que j'aime pas, mais c'est juste que je me reconnais pas dedans en fait. C'est pas comme ça que je parle dans la vraie vie. Et donc avoir un peu des deux, genre de la belle écriture machin parce que j'adore ça et en même temps mon vrai franc-parler, j'aime bien avoir les deux. Là, par exemple, c'était 100% du franc-parler. Ça m'a fait trop plaisir de vous parler comme ça. Et en même temps, je suis un peu en mode, bon, est-ce que c'est cohérent vu qu'il y a d'autres épisodes qui sont 100% écrits? Est-ce que c'est vraiment agréable de m'entendre parler comme je parle dans la vie de tous les jours pendant 2 heures? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un peu des deux, des petits moments romancés, des petits moments ta-ta-ta? Vous voyez ce que je veux dire? Très long pour vous demander, vous préférez quoi en fait? Voilà. Merci à vous. Voilà, donc si jamais vous avez un retour, ça m'intéresse. Écoutez, n'hésitez pas à me dire aussi si cet épisode vous a plu parce que j'ai adoré le faire en fait, je crois. Je suis là, je passe des heures à chercher, à faire des recherches pour des épisodes actu des luttes et tout, pour pas dire de bêtises. Là, je vous dis juste ce que je pense. Et c'est pas sourcé, c'est pas machin, c'est juste mon avis. Et ça fait du bien aussi, je trouve, des fois d'avoir la liberté. Je me sens très chanceuse d'avoir la liberté de pouvoir parler de ça comme je le pense. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous avez l'impression d'être avec quelqu'un avec qui vous avez une discussion et tout. Enfin, moi, c'est un peu ce que je recherche dans ce style d'épisode. Et si ça vous plaît, du coup, j'ai déjà le deuxième épisode est déjà écrit parce que j'ai pu enregistrer que la moitié, tellement j'ai divagué. Donc voilà, si ça vous plaît, je peux vous ressortir très rapidement un deuxième épisode de Unpopular Opinion d'une photographe en colère. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je tiens à vous remercier pour tout, si vous m'avez écouté jusqu'ici, pour votre temps. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à le soutenir sur les réseaux sociaux, à donner un petit tips à la lame si vous le pouvez sur Tipeee. Si vous ne pouvez pas, il n'y a aucun souci. Déjà, un partage, c'est incroyable. Mais si en plus vous pouvez laisser un don sur Tipeee, ce serait génial. Je ne sais pas si vous savez, mais le podcast commence à pas mal voyager. Là, je pars à Chambéry la semaine prochaine et tout ça grâce aux tips. Donc c'est chouette. J'ai pu acheter une carte SD pour avoir un enregistreur qui fonctionne grâce aux tips aussi du podcast. Je vais commencer peut-être à pouvoir me rémunérer quelques heures de travail grâce aux tips du podcast. Donc vraiment un grand merci à vous, c'est à ça que servent vos dons. Donc c'est génial. Et puis sinon pour le partage sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que va pouvoir survivre le podcast et se développer. Je vous en parle souvent, mais c'est parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de retours en commentaire et c'est grave, ok, on n'a pas le time, c'est normal. Mais voilà, que vous soyez d'accord ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Un commentaire, ça référence hyper bien le podcast. Un like, un partage, ça prend 1 seconde, mais ça marche vraiment très très bien, très très fort pour m'aider en fait à visibiliser le projet. Donc si les luttes dont je vous parle, mes avis sur les choses et tout, vous trouvez que c'est en cohérence avec ce que vous pensez, n'hésitez pas à me filer un petit coup de main parce que j'en ai bien besoin. Je suis seule sur ce projet et c'est pas facile. Voilà. Merci à vous. Je suis très bonne humeur aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de passer cet après-midi avec vous. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour vos projets et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de la Lame Podcast.